Alors, donc, ben, écoutez, on va pas perdre de temps, je vous en ai fait perdre assez, je suis vraiment désolé. Donc, alors, attends, moi, voilà, il faut que je le vois. Tu peux dézoomer un tout petit peu? Ouais. Encore un peu? Ouais, merci. Donc, cet ouvrage-là, il a été écrit, comme le disait Christophe. Alors, merci pour l'invitation, hein, en premier lieu. Il a été écrit avec mon compère, donc Pierre-Yves Oudéier, qui est directeur de l'équipe Flowers, spécialiste d'IA, de curiosité, d'IA développementale, hein, en particulier. Donc, on peut passer à la slide après, parce que je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et avant de vous parler de C'est pas moi, c'est l'IA, je vous parle de celui qu'on a fait avant, qui est sous forme de deux éditions différentes, là, hein, qui s'appelle Les robots et l'intelligence artificielle, qui est pour les plus petits, entre 7 ans, en gros 7, 11 ans. Donc c'est un peu pourquoi je vous en parle, parce c'est dans la continuité. Donc on a focalisé essentiellement sur l'IA et essentiellement d'ailleurs sur l'IA générative. Mais voilà, ça s'inscrit dans la continuité. On aime beaucoup écrire pour les jeunes comme ça. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que je le pensais. Moi, c'est beaucoup plus long en fait, mais c'est très, très gratifiant, au moins aussi gratifiant que des publications scientifiques, hein, de notre point de vue. On peut passer slide après. Alors, dans la même catégorie, c'est pas moi, il y a C'est pas moi, c'est mon cerveau qui est excellent. Putain, oui, oui, donc là, C'est pas moi, c'est mon cerveau qui est excellent, qui a été fait en particulier par Grégoire Borst et un collègue à lui. Il y a C'est pas moi, c'est mon téléphone. Et l'ouvrage dont je vous parle aujourd'hui, c'est le troisième de cette série, C'est pas moi. Voilà. Donc voilà à quoi il ressemble. Voilà à quoi il ressemble, la couverture et puis la quatrième de couverture. Bah, tu peux passer au suivant, s'il te plaît. Donc là, je vais vous parler, et voilà, je vais vous parler un petit peu de ce qui étaient nos intentions, en répondant à quelques questions. Alors, c'était les intentions. Est-ce qu'on a nos ambitions? Est-ce qu'on a tout atteint? Ça pourrait être à discuter, hein, mais en tout cas, c'était notre ambition. Donc, pour qui? On s'inscrit dans cette collection qui cible principalement à partir de 12, 13 ans, pour les ados, pour les lycéens, etc. Nous, on l'a construit, en fait, avec l'idée on était dans cette collection, mais aussi qu'il puisse être utile à tout le monde, hein. C'était notre ambition. On est obligé de l'inscrire dans une collection, mais l'idée, c'était que ça parle à tout le monde. Slide d'après. Voilà. Alors, pourquoi on l'a écrit? Bah, tout d'abord, parce qu'on aime bien écrire pour les jeunes. Ça, je ne l'ai pas marqué, mais j'aurais pu le marquer. Et donc, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Alors, comme vous, bien sûr, l'importance croissante de l'IA, etc. Et on intervient dans le cadre d'un programme, je ne sais pas si vous y participez, qui s'appelle Chiche, qui permet à des chercheurs d'aller dans des lycées et de rencontrer des élèves de seconde dans le cadre de SNT et d'échanger avec eux. Et donc, l'idée, c'est de leur donner envie de faire des sciences du numérique, etc. Et on s'est rendu compte en discutant avec eux de l'IA, c'est qu'en fait, ils s'en servaient beaucoup et qu'ils ne comprenaient pas très bien. Et les enjeux leur échappaient quand même pas mal. Et un autre truc, c'est qu'il y avait beaucoup de craintes vis-à-vis de l'IA, sans qu'ils arrivent vraiment bien à les formuler. En tout cas, il y avait une espèce oui, une espèce de peur, voilà. Donc, l'idée, c'était de répondre à un certain nombre de leurs questionnements, et puis aussi de devancer certains problèmes. Et j'en pointe un, par exemple. Grosso modo, il y a plus de 90% des 14-18 ans qui utilisent ChatGPT pour faire leurs devoirs. Et ce qui est plus embêtant, c'est qu'il y en a 80% qui pensent que les réponses sont fiables. Donc, c'est-à-dire et ils s'en servent de plus en plus, ils s'en servent, ils sont en train de tourner la page des moteurs de recherche classiques, et ils s'en servent de plus en plus massivement pour faire leurs recherches. Ils se servent par exemple de ChatGPT, Gemini et consorts pour faire leurs recherches au lieu des moteurs de recherche. Donc là aussi, ce qui pose un problème. Après, j'ai rajouté une petite stat parce qu'elle m'avait frappé. Selon Europol, bon, c'est évidemment que de la prospective, hein, 90% du contenu en ligne pourrait avoir été généré par des IA génératives à la fin 2026. Donc on est quand même dans un vrai questionnement sur les contenus produits par l'IA générative. Tu peux slide après, s'il te plaît? Alors ensuite, donc pourquoi en deux mots cette fois? Donc l'idée, évidemment, c'est d'éclairer sur l'IA, de montrer comment ça fonctionne,
d'en montrer les bénéfices et les risques, de démystifier l'IA, de séparer le vrai du faux. Donc là, on est dans du classique. Aussi, pour répondre au titre du bouquin, c'est clarifier ce qui relève de l'humain et de la machine. Ben là, il y a eu en discutant aussi avec des jeunes, on a eu pas mal de surprises. Donc l'aspect machine à discuter par exemple de ChatGPT qui est excellent. Donc pour eux, certains machinalement ont le sentiment qu'il y a une personne derrière, il y a une entité, une personnalité, etc. Et donc là, il y avait vraiment, il y avait du boulot à prévoir pour séparer le vrai du faux, hein. Comprendre les mauvais usages et s'en prémunir, on va le voir après. Et puis, avec l'ambition derrière de développer chez le lecteur la curiosité, ce qui est aussi un thème de l'équipe de recherche, hein, l'esprit critique et la métacognition, mais j'y reviendrai après. Ensuite, si tu peux, alors le comment, ça c'était les intentions, hein, c'est notre cahier des charges à nous, hein. Donc voilà. On s'est dit, on veut pas renoncer à la complexité, mais on veut vraiment essayer de la présenter de façon simple. Et bien, présenter la complexité de façon simple, eh ben, c'est complexe. Justement, c'est pas si simple. De montrer des nuances, parce qu'on est quand même dans un monde où on a un petit peu tendance à faire du blanc au noir, et de montrer que tout n'est pas si simple. Il y a des nuances dans tout ça. On tenait à des illustrations attrayantes et on est vraiment super content de ce qu'a fait Clémentine Latron, qui est la graphiste qui a travaillé dessus. Franchement, le bouquin serait pas le même si elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait. Donc, des activités, etc., des mises en questionnement. On a mis des remarques que de jeunes nous avaient formulées. Et puis, bon, des petites rubriques. Après, on va rentrer dans le détail de quelques chapitres pour voir. Slide après, s'il te plaît, Christophe. Désolé de te harceler. Donc, on a découpé ça de manière à s'adresser principalement à des jeunes. Donc, on commence le premier chapitre. L'IA en vrai, c'est quoi? Là, on fait un rappel historique. On parle des différentes formes d'IA, de l'IA symbolique, l'IA comportementale. On résume, on essaie de donner du sens un petit peu à toutes ces formes d'IA, à quoi ça peut servir, etc. Et on conclut ce premier chapitre en parlant de l'IA générative. Ensuite, le deuxième chapitre, l'IAGène, comment on s'en sert. Alors, on a fait le choix de l'IAGène. Il y a eu beaucoup de discussions au niveau de l'équipe éditoriale. Si on mettait IAG, alors il y en a qui disaient que ça ressemblait à IA général. Enfin bref, c'est un choix qui a été fait, qui n'a pas vocation à être absolu, hein. Donc, le deuxième chapitre, c'est l'IA, comment on s'en sert. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans le fonctionnement de l'IA, on s'est dit déjà comment on s'en sert, la notion de prompt, etc., pour que après, quand on va leur expliquer ce qu'il y a derrière, que ça puisse leur parler plus facilement s'ils ont vu déjà comment on pouvait s'en servir. Donc, le troisième chapitre, ChatGPT a-t-il un cerveau? C'est-à-dire, est-ce qu'il est allé à l'école? Comment il a appris tout ça? Ensuite, un gros chapitre, c'est le premier, d'ailleurs celui qu'on a écrit en premier, c'est tout ce qui concerne bien sûr l'éducation, parce qu'on est très lié à toutes les questions éducatives, hein. C'est vraiment, moi, mon champ de recherche, j'étais prof avant, mon champ vraiment de recherche, c'est vraiment le lien entre l'IA et l'éducation. C'est ce qui m'intéresse. Et donc, là, on va le voir après dans le détail du chapitre. On voulait profiter de démystifier certaines choses à propos des devoirs faits avec l'IA et d'alerter et de montrer différents aspects positifs et d'autres moins positifs. Ensuite, l'IA, on s'en sert pourquoi? Alors là, on a fait un balayage de tous les usages possibles et imaginables. On est allé, on est même allé loin. Et je peux vous dire qu'on a découvert énormément de choses, mais énormément de trucs qu'on ne connaissait pas. Le chapitre d'après, alors là, j'hallucine. Donc, on a vraiment un focus sur les hallucinations, les confabulations de l'IA générative. On rentre dans le détail, les deepfakes, etc. Un gros chapitre sur l'environnement. Un gros chapitre sur l'environnement où on parle de la consommation électrique, on parle, parce que ça aussi, ça parle beaucoup aux jeunes, et d'ailleurs, ça devrait parler à tout le monde du reste. Consommation électrique, la consommation en eau, le rejet de CO2, etc. Mais là encore, en essayant d'être nuancé, les choses ne sont pas tout blanc ou tout noir. Et le dernier chapitre, c'est l'IA plus forte que les humains. Donc là, on voulait faire un parallèle avec l'intelligence humaine pour terminer. Évoquer les questions un peu délicates de la singularité technologique, de l'IA forte, etc. Et on a essayé de couvrir un petit peu tous les champs sans rien s'interdire. Ensuite, à la fin, ben, on cite, on a un gros annuaire
qui est actualisé d'ailleurs avec pas un site compagnon, hein, mais un lien qu'on met dans le GitLab du labo, où ça nous permet d'actualiser les sources, les références, etc. Eh ben, on peut commencer à rentrer un petit peu dans le détail. Donc, démarrons pour l'IA en vrai, c'est quoi? Tu peux passer peut-être à la slide d'après je ne veux pas vous casser les pieds pendant 2 heures. Voilà, par exemple, on a une rubrique ici qui s'appelle les mots des pros. Donc, c'est-à-dire que là, c'est pareil, on ne voulait pas renoncer à certains vocabulaires, donc on a mis des définitions en essayant de les simplifier au maximum. Et par exemple, on leur parle de cybernétique, enfin, on leur dit pas le mot, mais on parle d'animaux artificiels et on leur indique qu'on appelle ça des animaux. Slide d'après, s'il te plaît. Voilà. Donc là, une autre rubrique, truc de fou. Alors moi je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous êtes plus jeune que moi, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait quand j'étais gamin, il y avait dans les illustrés, dans les BD qu'on lisait, il y avait parfois une rubrique qui s'appelait Le saviez-vous? Et une rubrique Le saviez-vous? Et c'était la rubrique qui me faisait rêver, moi, dans ces BD. Il y avait une page, et avec un truc extraordinaire, scientifique que je ne connaissais pas. Et ça a largement contribué à me donner envie de faire des sciences. Donc là, on a une rubrique truc de fou qui revient régulièrement pour intéresser les jeunes. Slide Ouais. d'après, s'il te plaît. Il y a Potemkin d'ailleurs pour le robot turc, hein. Oui, c'est vrai. Alors, les mots des pros, vous voyez, on définit même les statistiques, les probabilités, parce qu'on fait pas. Moi, j'ai été prof de maths, et notamment en collège et lycée, et c'était pas toujours évident qu'ils se souviennent ce que sont précisément les stats, les probabilités, etc. Donc, on peut continuer. Le slide d'après. Et à la fin de Si, chaque chapitre, on a une petite activité, vous en verrez à d'autres endroits après, on a une petite activité où on leur demande de faire des choses. Et là, c'était pas si évident que ça. On leur demande donc de comment est-ce qu'ils feraient un robot humanoïde pour le faire sauter de branche en branche comme un singe. Ça fait penser au robot MLR3 qui avait été construit, alors qui était fait qu'avec des tubes, hein, qui date un peu, je pense, des années 90. Ouais, il me semble que c'est les années 90. Et on lui a appris à se déplacer par apprentissage par renforcement, en sautant de branche en branche, enfin lui de tube en tube. Et voilà, c'était en pensant à ça qu'on a élaboré cette petite activité. Donc là, on demande vraiment de suivre un cheminement d'IA pour qu'il fasse des choix, etc. Slide après. Alors voilà, l'IA, comment on s'en sert? On a parfois, pour engager le lecteur dans le chapitre, bon, parfois il y a juste des illustrations, mais parfois il y a aussi un quiz qui permet de s'interroger, un quiz qui a les solutions, bien sûr. Vous remarquerez dans cette liste quels sont les vrais logiciels d'IAGène, ChatGPT et ChienGPT. C'était facile, je reconnais, hein. Voilà. On peut continuer. Slide après. Donc là encore, on essaie d'avoir des choses qui sont interactives, donc on leur fait faire des petites activités, on leur fait essayer des prompts, et vous allez voir, avec une petite difficulté. Vous voyez par exemple, que veut dire quantique? Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, vous, hein. Que veut dire quantique? On demande, on demande à l'IAGène de proposer quelque chose, une explication, et on lui demande après de proposer en imaginant qu'on s'adresse à des enfants de 8 ans, etc. C'est bien pour montrer la différence et montrer l'importance du contexte pour obtenir des choses différentes. Alors, tout de suite, une parenthèse sur tous ces exemples, sur tous ces petits exercices. On a un petit souci avec tout ce qui concerne l'IA générative, c'est que ça change, ça bouge. Donc il y a Mm. des trucs qui sont vrais aujourd'hui, on va en voir après, et qui ne marcheront plus vraiment, mais l'idée reste la même, l'esprit reste le même. Tu peux changer, s'il te plaît? Voilà. Alors, la rubrique dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure, ils en parlent. Donc, ça, c'est on a des paroles qu'on a captées et qu'on a recitées ici, hein. Donc, par exemple, Blanche, 14 ans, c'est ma voisine, hein, Blanche, elle demandait une photo d'ours polaire et ça a donné n'importe quoi. Bon, bref. Donc, là, c'était aussi pour montrer un certain nombre d'éléments et puis pour intéresser, là encore, des jeunes à ce qu'on leur proposait. Tu peux passer à la slide d'après.
Des exemples de prompts avec des choses un petit peu variées, notamment le côté BD, etc. Donc là, on a vraiment beaucoup d'illustrations, beaucoup d'exemples. Slide après. Toujours le petit jeu de fin de chapitre. Donc là, qui permet de mettre en relation un prompt avec l'image qui a été générée, ou le texte qui a été généré, donc à eux de faire le lien, hein. Slide après. Donc là, comment on fait apprendre des choses à, par exemple, ChatGPT? Ben, slide après. Donc voilà, toujours les petites illustrations. Je ne rentre pas dans le détail, mais regardez à gauche. Par exemple, à la question, est-ce que les logiciels d'IA générative ont aussi une sorte de cerveau? Euh, Là, on dit la réponse est à la fois oui et non. On dit pourquoi, mais on a voulu aborder aussi cette complexité en disant, bon, ben oui, par certains aspects, on peut dire oui, par d'autres, on peut dire non, etc., pour montrer un petit peu qu'on peut avoir un propos nuancé, et que c'est quelque chose d'important. Slide après. Voilà, là par exemple, on montre comment donc on n'a pas on n'a pas restreint les choses à la surface, on rentre vraiment dans le mécanisme comment une IAGN apprend, que ce soit des textes ou que ce soit des images, avec donc là encore des illustrations. Slide d'après. Euh, Là, pourquoi? Ah oui, oui, si, pardon. Pourquoi je l'ai mis cette slide? Parce on a une rubrique aussi, qui existe par exemple dans le bouquin sur C'est mon cerveau, que Grégoire Borst utilise aussi. On a une rubrique au labo. Et donc là où on parle de choses qui vont un petit peu plus loin. Là, on parle des benchmarks dans cette partie-là. Voilà. Slide d'après. Alors, on arrive sur la partie sur l'éducation. D'où là, bon, il y a un petit quiz au début, parce que là c'était pas évident, hein. Il a fallu qu'on questionne, donc il y a eu pas mal de boulot pour ce chapitre-là, mais c'était vraiment super intéressant. Donc, ChatGPT, c'est cool, plus besoin de travailler. Ça, j'ai une nièce, moi, qui aujourd'hui qui a 19 ans, qui est maintenant à Sciences Po. Et l'année dernière, quand on a écrit le bouquin, elle était en terminale. Et elle me dit, ouais, mais c'est dégueulasse avec ces histoires d'IA. Alors, elle bossait super bien, je vois, elle avait 19,5 de moyenne générale, un truc comme ça. Elle me dit, alors moi qui bosse, les autres, ils font rien. Et puis, enfin, il y en a qui peuvent rien faire. Et puis avec l'IA, ils vont avoir des résultats. Bon, c'est injuste, quoi. Et donc, ça a été un questionnement. Vous allez voir à cette question-là, qu'est-ce qu'on peut répondre? On le détaille après dans le chapitre. Si on peut passer slide après, s'il te plaît. Alors, là, on rentre dans le dur, où là, on leur montre que selon une étude, il y a une étude qui a été faite. Est-ce que c'est là où on en parle? Parce que je veux. Oui, c'est ça, une grande école de commerce. Ça, c'est vraiment. On en a un certain nombre de choses pour étayer. On fait référence à des études qui ont été publiées. Là, c'est dans sans doute vous la connaissez déjà, dans une grande école de commerce. Un prof a séparé ses étudiants en deux groupes. Euh, je crois que c'est un master. Il a séparé ses étudiants en deux groupes. Un groupe à qui il donnait, ben, ils avaient tous le même travail à faire, c'est un travail de rédaction, un mémoire, je ne sais plus sur quoi. Et il les a séparés en deux groupes. Un groupe à qui il a dit de faire le boulot comme d'habitude, sans aide externe spéciale. Et au deuxième groupe, il a donné le même travail qui avait déjà été fait par ChatGPT en leur disant, bon, ben, vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, soit vous l'utilisez, soit vous ne l'utilisez pas, soit vous picorez dedans, enfin, c'est comme vous voulez. Et après, tout ça, ça a été corrigé par des enseignants externes à la structure. Et les résultats ont été vraiment très clairs, c'est-à-dire que ceux qui ont utilisé qui avaient en main le travail déjà fait par ChatGPT ont eu des résultats beaucoup moins bons que les autres, mais très nettement moins bons que les autres. Alors ils sont interrogés en disant mais comment c'est possible? Et en fait, par un différent biais, ils se sont pas sentis. C'était tellement bien écrit, c'était tellement bien fait qu'ils n'ont pas vu vraiment comment ils pourraient l'améliorer. Et donc du coup, bah, ils ont manqué d'esprit critique. C'était assez étonnant, hein, pour des étudiants. Et donc, ceux qui l'ont fait sans ChatGPT ont eu des résultats supérieurs. Alors ça, c'est un truc, je peux vous dire que dans des conférences, quand il y a des jeunes, on en a fait une il n'y a pas longtemps, là, il y avait 150 élèves, le quatrième, troisième. Ça, c'est un truc dont on parle et que c'est une très mauvaise idée de faire le boulot par l'IA, quoi.
Slide d'après. Donc alors là, slide d'après encore, puisque là on voit tous les usages et je vais vous en montrer. Alors là, en ce qui concerne la traduction, les décryptages de parchemins, etc. La traduction de langage des signes dans les deux sens, hein, grâce à l'IA. Des écouteurs qui intègrent de l'IA qui traduisent directement en différentes langues. Bon, je ne savais même pas que ça existait. Alors, il y a des choses qui sont au niveau des prototypes, hein, évidemment, hein. Slide d'après. Et là, voilà, voilà. Cette slide-là, donc, elle est un petit peu, elle est un peu plus spéculative. C'est les seules fois où on l'a fait, en prenant plein de précautions, parce qu'on trouvait ça cool. C'est quand même super intéressant de dire qu'aujourd'hui, on utilise de l'IA, par exemple, pour essayer de comprendre le langage. Justement, on parlait de Suisse, à Bâle, aux zoo de Bâle, il y a des caméras qui filment H24, qui filment des chimpanzés, et pour essayer de comprendre un petit peu comment ils communiquent entre eux, etc. Et grâce à l'IA, on a déjà bien avancé, notamment sur les mammifères marins, les langages des mammifères marins. Et il y a un projet qui s'appelle Earth Species Project, qui, lui, alors l'idée, c'est de réussir un jour à établir une communication entre les humains et les animaux. Alors là, je ne vous raconte pas, hein. Le jour où les chats, les chiens, tous ceux qui nous environnent pourront parler un jour, si ça arrive un jour, ça devrait pas être triste. Et donc c'est aussi pour faire rêver un petit peu, tout en disant, bon, ben, on ne sait même pas si ça sera possible un jour, hein, mais en tout cas, ça existe. Il y a aussi, au labo, il y a effectivement des recherches à l'université d'Austin sur la lecture de pensée, en essayant de faire un lien entre les flux sanguins et les histoires qui sont racontées par les personnes qui sont en test, hein. Eh bien, on essaie de faire des liens, d'essayer de décrypter les pensées. On n'est pas au bout du truc, évidemment, hein. Euh, voilà, et notamment, c'est les scanners en particulier qu'il faut miniaturiser. On peut, oui, tu peux, slide après. J'essaie de faire vite. On parle évidemment des jeux vidéo. Il y a un exemple de jeu qu'on leur fait construire, voilà, etc. Donc ça peut changer un petit peu, la forme peut changer selon les avancées des logiciels d'IA générative. Tu peux, la slide d'après. Alors je saute plein de pages, évidemment, hein, parce que je vais pas, il y a trop de pages pour toutes les passer. Ouais, ben là, passe ensuite, s'il te plaît, la slide après. Voilà, donc là, J'hallucine. là encore, slide après. Hop. Donc là, alors voilà, ça, je vous disais tout à l'heure, il y avait une petite précaution à avoir. L'histoire du meilleur goût entre les œufs de poule ou de vache, ça marche plus avec ChatGPT, ça. Ça a été rectifié, ChatGPT a progressé, maintenant ça marche plus. Donc du coup, bah, il faudra faire des mises à jour, hein. Je ne sais pas si le truc du PSG, je ne l'ai pas retesté, mais c'était assez rigolo qu'en demandant combien le PSG il avait marqué de buts en finale de la Ligue des Champions en 2024, ChatGPT avait dit 4. Et alors que le PSG a été éliminé en demi-finale, je crois. Enfin, la finale n'avait pas encore eu lieu, en tout cas. Slide après. Donc là, on insiste beaucoup aussi dans ce chapitre sur les deepfakes. On en profite aussi pour parler des deepfakes. Je ne sais plus si c'est là, parce que j'ai du mal un peu à lire le... bon, c'est peut-être pas là, mais en tout cas, à un moment donné, on explique un petit peu dans les relations entre les jeunes. Par exemple, bah, faire des deepfakes sur les copains ou copines pour rigoler, ben, ça dépend de comment la personne va le prendre, etc. Donc, on a essayé de traiter un certain nombre de sujets, même des sujets qui étaient un petit peu, qui pouvaient être considérés comme étant un petit peu en marge de l'IA. Slide d'après. Voilà. Ah oui, c'est là. Voilà, deepfake au collège et au lycée, attention, danger. Premièrement, c'est interdit par la loi. Et puis en plus, tout ce qui peut blesser les copains et les copines, parce qu'ils n'en ont pas toujours conscience. Quand on en parle avec eux, ils disent, ah, mais c'est pour rigoler, vous savez bien, hein. Bon. Ensuite, slide d'après. Ouais, la Terre est plate. Si vous ne savez pas, vous voyez, et c'est argumenté, je peux vous dire, hein. Slide d'après. Ouais, voilà, ben, slide d'après encore. Donc là, on remet un petit peu en place comment les données circulent.
on parle de centres de données, mais on parle aussi de centres de supercalcul, euh, pour tenir compte de la phase d'entraînement et puis après la phase d'inférence, quand on questionne les logiciels d'IA. Slide d'après. Donc là, on y va, hein, au niveau des chiffres, etc. Voilà, l'empreinte carbone, l'eau. Ah, tu peux juste remonter un petit peu. Voilà, je pense au très bon documentaire sur les scoreurs, sur les travailleurs du clic. Chez Nathan, ils avaient été un petit peu surpris en se disant, nous, on tenait absolument. Des ados, des jeunes sont totalement évidemment capables et sont même très sensibles à ces questions éthiques. Et donc, ben, on a mis, c'est pour ça qu'on a mis un passage important sur ces questions-là, parce que c'est insupportable. Et donc, voilà, on en parle déjà pour les sensibiliser, et parce qu'il va falloir un jour que ça s'arrête. C'est pas supportable. Ça prend des proportions assez inquiétantes, cette histoire. On a des jeunes dans des pays comme Madagascar ou d'autres, des pays en développement, qui sont tournés vers ça pour gagner des misères, hein, quelques euros, ils ne gagnent pas grand-chose. Mais à côté de ça, ils ne contribuent pas à améliorer le pays, ils ne contribuent pas à autre chose. Donc, voilà. Ensuite, slide après. Donc là, voilà, ça c'est ce dont je vous parlais. C'est pour ça que j'ai choisi, sélectionner certaines pages. Parce que là, on parle aussi de tout ce que l'IA a de positif pour gérer le changement climatique, pour planter des arbres, pour l'agriculture. On a quand même des systèmes satellites qui sont capables d'analyser ce qui se passe au sol suffisamment finement pour détecter des maladies, voir comment évoluent les plantes, etc. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Slide d'après. Bon, slide d'après, encore. Voilà, donc là on arrive à la fin, hein. Slide d'après. Donc voilà, différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. On tenait, comme je l'ai dit en préambule dans nos ambitions, hein, on tenait à bien faire la différence entre l'humain et l'IA et de bien montrer à tous les stades de tous les chapitres qu'il y avait toujours de l'humain derrière, que sans l'humain, l'IA était rien. Et notamment, le passage sur les scoreurs, s'il n'y avait pas les scoreurs, s'il n'y avait pas ces gens qui s'échinent à rendre des IAGN supportables, dans les versions qu'on a actuellement, elles ne seraient pas utilisables. Elles ne seraient pas utilisables, tellement il y aurait de choses non éthiques, etc. Parce que même malgré le travail qui est fait pour affiner les bases de données, etc., ça ne serait pas suffisant. Donc, ils sont indispensables. Ensuite, voilà, alors voilà, il y a faible, il y a forte, un peu de conscience, un peu de singularité technologique, etc. Euh, voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Ensuite, voilà, gros passage. Pardon, tu peux remonter juste un petit peu. Voilà. Voilà. Le si on partageait, on tenait aussi à partager l'open source, hein, évoquer toutes ces questions d'open source, parce que pour nous, c'est vraiment quelque chose d'absolument indispensable. Donc, on leur en fait partager, on fait partager la non-conviction. Ensuite, donc, quelques métiers de l'IA, alors tel qu'on a vu les choses, hein, ça peut largement évoluer. Euh, et on termine à la fin. Non, oui. Oui, non, pardon, slide après. On leur fait faire un petit questionnement, un petit test. Vous voyez, le test dans Closer ou Marie-France sur les métiers. Quel métier tu veux faire? Bon, voilà, pour essayer de voir un petit peu avec eux, de les intéresser à des métiers qui pourraient les attirer. Et puis la slide après. Voilà, donc on arrive à la fin et on essaie de les rassurer. Vous voyez, dans la conclusion à gauche, tu peux dormir tranquille parce que, en tout cas, nous, on a ressenti une profonde inquiétude. Et puis, on essaie, là encore, de dire que l'IA rend des choses possibles extraordinaires, mais il faut rester vigilant. Et puis qu'il faut surtout faire en sorte que ce soit toujours les humains qui décident. Bon, voilà. Ah, ensuite, le slide d'après, pour aller plus loin. Donc là, tous les contenus, on les appuie quand on peut sur des études scientifiques, hein, sinon sur des documents scientifiques. On a des documents qui viennent de Pixies, qui sont donc produits par INRIA dans Interstice, etc.
On conseille aussi quelques livres, quelques films. Et puis, on a, c'est ce que je disais, on a tout en bas un GitHub, je dis GitLab d'ailleurs tout à l'heure, on a le GitHub de l'équipe Flowers, l'équipe de recherche, dans laquelle il y a un lien et qui permet de pouvoir cliquer directement sur ces liens et de pouvoir les actualiser si on a besoin, comme les choses bougent pas mal. Ensuite, voilà, c'était là les sources, pardon. Donc là, on a essayé de mettre les sources en indiquant celles qui étaient en anglais. Mais après tout, on a mis ce qui nous On s'est semblait classé par chapitre, là. oui, oui, là, c'est par Ouais, chapitre. Et d'accord. on a mis, si vous voulez, l'idée, là encore, à chaque fois, après avoir l'impact que ça peut avoir, c'est que ce qu'on avance, eh bien, on essaie de l'argumenter, on essaie de l'appuyer sur quelque chose. Alors, des fois, eh ben, il peut y avoir des informations qui vont être contredites par la suite, comme ça arrive en science, hein. Mais en tout cas, au moment où on transmet les informations, on s'est appuyé sur des documents existants. Voilà, je pense qu'il y a plus de pages, je devrais savoir, mais il n'y a plus de pages. Non, ben voilà. On a, si vous voulez voir des trucs mieux faits, puis avec une préparation beaucoup moins longue que là, si vous allez sur le site de Pierre-Yves Oudélier et vous mettez ces vous allez voir, il y a quelques vidéos qu'on a faites, il y a quelques critiques, notamment une critique super intéressante de François Saltiel euh, sur France Culture. Voilà. Ben, c'est tout, hein. Eh ben, merci, monsieur Didier, Bon, alors pour ça ce s'adresse, travail. l'idée, ça s'adresse, pardon, vraiment à des gens qui veulent avoir un point détaillé, je dirais, sur l'IA, mais on a des gens âgés, hein. Il y a des gens, c'était pas notre cible prioritaire. Notre cible, comme je vous le disais, c'était ados, jeunes adultes, etc. Mais il y a des gens de plus de 70 ans qui se sont refilés le truc. On a été un peu étonnés parce qu'on avait ciblé un petit peu les infos vers plutôt des jeunes, mais donc je pense que les aînés aujourd'hui, ben, ils sont restés jeunes, donc ça leur a plu en tout cas. Et je Ben, pense moi, que je les l'ai lu. illustrations sont pour beaucoup. Ouais, Pardon. ouais, c'est sympa à lire. Moi, j'ai appris des choses aussi, hein, des petits trucs à droite à gauche. J'ai trouvé ça sympa. Moi, tu me l'avais envoyé, c'est au mois d'août, hein, que je l'ai sorti début septembre. Ouais, ouais, t'étais dans les premiers. Oui, c'était les premiers qui étaient sortis. Il est sorti officiellement en septembre, En je septembre, crois. voilà. Eh ben, Et impeccable. voilà. Oui. Non, tu voulais rajouter quelque chose? Non, 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 non. Ben, je veux dire, oui, enfin, vous dire, on a pris vachement de plaisir et que c'était beaucoup plus de boulot que prévu, parce nous, on savait de quoi on voulait parler, bien sûr. Mais après, comment dire les choses? Et ça nous fait progresser aussi. Parce qu'en fait, on est obligé de rentrer dans le détail. Je vous prends un exemple. On était à la librairie Mola, là, à Bordeaux, c'est un gros truc où on faisait la présentation dont je vous parlais tout à l'heure, devant 150 collégiens de quatrième, troisième. Et ils nous posaient des questions. Et on a eu une question à la fin on a trouvé super. Il y a un gamin qui lève la main et qui dit, mais l'IA, c'est où? Et voilà, tout est là. L'IA, c'est où? C'est une question que nous, on ne poserait pas. Mais en fait, non, ça fait 1 heure et demie qu'on parle d'IA, d'accord, mais c'est où l'IA? Eh ben, ça a été l'occasion d'expliquer comment ça fonctionnait, le trajet des informations, etc. Donc ça peut paraître pour nous tellement élémentaire, mais sachant qu'il y a en plus des lacunes au niveau du numérique, quand même, dans l'éducation de façon générale. On a des gamins qui sont très à l'aise, hein, qui sont virtuoses, même des claviers, etc. Mais il y a quand même plein de trucs qu'ils ne maîtrisent pas complètement. Il y en a qui maîtrisent bien. Et les enseignants, ben c'est pareil, nous on milite pour que les enseignants, on parlait de Lucie qui est à l'INSPE, je crois, non? Il y a peut-être plusieurs profs ici qui sont à l'INSPE. On milite pour qu'il y ait une éducation à l'IA, qu'il y ait une formation à l'IA, au moins en base de l'IA. Ouais, Euh, Ça ça fait semble être partie un du job. minimum aujourd'hui. Ouais, il y a du boulot. Ouais. Ben, je crois que on va faire le mois prochain, le 13 mars, on va faire donc le 13 mars à 15 heures. Il y a Forsup, le meeting 12. On aura une intervention des différentes politiques éducatives par rapport à l'IA. Et on Ah, verra que c'est François Bocquet, que tu connais bien, ah qui bah va nous, oui. qui regarde un peu ce qui se passe un peu dans le monde entier et faire un comparatif des politiques à l'éducation en IA, en sachant que nous, on est super à la rue parce que jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose, hein. Et qui dit François dit RGPD, évidemment. Ah ben oui. Tu sais bien, il est obsédé par le RGPD, mais à juste titre.
j'ai quand même, moi, dans des webinaires comme ça, des discussions que j'ai pu avoir avec des chefs d'établissement, des trucs, et il y en a un qui a utilisé, écoutez bien, hein, il avait un prof principal qui était absent pour remplir les bulletins, l'appréciation générale du prof principal pour les bulletins. Et donc, le chef d'établissement était embêté. Et ben, pour gagner du temps, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a utilisé ChatGPT. Donc, il a nourri ChatGPT. Donc, les bulletins, il y a les noms, les prénoms, les dates de naissance, etc., hein. Et alors, et il racontait que tout ça, ça avait été génial. Il avait fait ça avec une très grande facilité, de façon totalement illégale. Donc, apparemment, il y a encore beaucoup de boulot pour leur faire comprendre qu'il y a des règles juridiques à respecter. Et à ce sujet, beaucoup de personnel de direction et d'enseignants se disent, mais au juste, et là, je ne sais pas répondre, mais au juste, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Est-ce qu'il y a des documents? Alors moi j'ai entendu dire qu'il y a des documents qui devaient sortir. C'est peut-être peut-être le 13 mars, hein. Est-ce que vous avez connaissance, vous, de documents de cadrage J'ai des de éléments de l'utilisation? réponse. Ouais, Comment? j'ai des éléments de réponse. Ah, ça Euh, m'a... Moi, j'ai une question là, ouais, justement, mais Allez, Vas-y, Lucie, vas-y. d'abord. non, Vas-y, mais Lucie. là, on parlait. Oui, non, d'abord Lucie. Je laisse la parole à Lucie, évidemment. Ouais. Juste sur les éléments de réponse, j'en ai pour 10 secondes. Juste sur les éléments de réponse, alors dans le supérieur, on a publié une charte des usages qui est juste du bon sens, sur lesquels d'autres établissements se sont positionnés, soit sur cette charte, soit sur d'autres, et qui inculquent la responsabilité vis-à-vis de ce qu'on a généré par IA, etc., etc. Enfin, rien de bien nouveau. Et on l'a mise à disposition et on va continuer à la mettre à disposition. Évidemment, je la déposerai sur la page Notion quand elle sera mise en page, à destination de tous les établissements d'enseignement supérieur et de manière complètement ouverte. Pour l'éducation, la DNE a indiqué pour le sommet pour l'IA qu'il y aurait une charte. Et en fait, on a compris petit à petit qu'elle sortira dans 2 ou 3 mois. Voilà. Ouais. Elle était annoncée en janvier, après ça a été repoussé, oui. Parce qu'en Ah, fait, les enseignants, ils se posent une question simple, et c'est vraiment une question légitime. Il y en a qui disent, moi j'ai des trucs à faire avec l'IA en classe, notamment pour travailler l'esprit critique, pour leur faire travailler aussi leur métacognition, donc pour qu'ils comprennent un petit peu ce qui se passe dans leur cerveau. Enfin, c'est intéressant. Est-ce que je peux utiliser, par exemple, ChatGPT avec eux en classe? Moi, j'ai dit non, parce que je ne pense pas que ce soit autorisé. Euh, alors, il dit, alors, ce que je fais, est-ce que je peux leur demander de faire des choses à la maison? Ça, je pense que oui. Mais vous voyez, tout ça reste encore un petit peu flou, alors qu'il y a des bons usages quand même. Autant les gamins, s'ils font faire le travail à l'IA, et bon, on l'a vu contre-productif, et puis en plus, c'est pas correct éthiquement. Par contre, s'en servir, faire une photo de son cours d'histoire et demander à l'IAGEN de poser des questions dessus pour le réviser, ça marche quand même super bien, et ça, c'est intelligent comme usage. Ou alors pour brainstormer sur un sujet qu'ils connaissent pas bien, donc pour essayer d'échanger tout en vérifiant les infos, c'est un bon usage. Mais il faut que les enseignants puissent en parler, donc déjà qu'eux connaissent, et puis sachent ce qu'ils ont le droit de préconiser ou pas. il y a Nacera qui a mis dans la discussion le lien sur le travail autour de la charte à l'école, qui n'est effectivement pas encore sorti. Merci, Ouais. Nacera. Et Nacera, pour répondre à ta question que tu m'as envoyée par mail, je t'enverrai une invitation que tu recevras sur ton mail. David, à toi la question. Oui, non, mais là, on parlait de ChatGPT, par exemple. Oui. Alors, on peut l'interdire. Alors, là, c'était dans le cadre d'un enseignant qui faisait comment dire, les bulletins, en fait, les remarques sur les bulletins, etc., Ouais. etc., avec les noms et tout ça. Bon, on peut interdire les choses à l'école, mais de toute façon, les gamins, ils l'auront Ouais. sur leur smartphone. Donc, je peux pas trop. Enfin, faut réaliser quand même ça. Alors, la question que j'avais, c'est d'après vous, quand là, on fait sur ChatGPT effectivement les bulletins, on remplit les bulletins comme ça sur ChatGPT, OK, on peut se dire, oulala, attention. Quand on est dans le cadre d'une location de tenant Office 365 avec Copilot, et donc en fait, Microsoft se vante du fait que quand vous avez un compte dans un tenant Office 365,
toutes les requêtes que vous faites dans Copilot, quand vous êtes logué, restent dans le tenant Office 365. Est-ce que faire des bulletins, alors je parle pas de comment dire, est-ce que c'est logique de faire des bulletins, de remplir des bulletins avec une IA, hein, mais est-ce que là, d'après vous, est-ce qu'on est dans un cadre où ça serait légal? Moi, j'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où les données partent pas, à partir du moment que c'est pas illégal, mais il faudrait vérifier. C'est aussi l'idée de développer des IA, une IA dédiée à l'éducation. Bon, Lucie, ça a foiré. Ça a été, moi, je trouve un petit peu ça a été bizarrement, d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Je parle de l'IA Lucie, hein, pas de Lucie, la Oui, collègue. oui. Non, l'IA Lucie, moi, j'ai été un petit peu chagriné par la réaction de quand même beaucoup de gens. Beaucoup de gens étaient totalement injustes en disant ça marche pas bien, évidemment, c'est un truc qui n'était pas assez entraîné. Par contre, est-ce qu'il fallait le sortir alors qu'il n'avait pas été plus entraîné que ça, sans prendre plus de précautions? C'est sans doute une erreur. Mais On une a fait IA, intervenir par ici exemple, dans à les... ta place il y a 6 mois à peu près, au mois de novembre ou octobre, la personne qui portait le projet de Lucie était intervenue à IA Forsup. Nous a Ah expliqué un ouais, peu les tenants. Ouais, ouais. ouais. Et parce que enfin, c'est injuste. Les réactions ont été quand même très dures. En disant Ouais. même de gens, moi, que j'aime bien, que je connais bien, que je les ai trouvés en disant c'est n'importe quoi, pourquoi on a sorti une horreur pareille. Ça veut dire soit ils méconnaissent un petit peu le principe de l'entraînement des IA, c'est quand même compliqué, coûteux. Je pense pas que ce soit comme ça qu'il fallait faire les choses, puis il n'y avait pas assez de structure académique derrière. Enfin, c'était pas. Mais l'idée, elle est là aussi. À Mm, partir du mm. moment, comme il y a l'IA, comment il s'appelle l'IA? C'est Albert. Comment s'appelle l'IA qui est Ouais, c'est ça, utilisée dans Albert, l'administration? assistant hein, Qui administratif. utilise que des textes, voilà, et que des textes vérifiés, etc., qui est entraîné sur une base de données vraiment de bonne qualité. À partir du moment où on aura des IA qui ne renvoient pas des données ailleurs, par exemple, je ne sais pas ce qu'il en est de Mistral d'ailleurs sur ça. Est-ce que les données de Mistral, non, parce qu'il y a des serveurs de Microsoft qui sont ailleurs. Pour Ouais, le moment, elles sortent du pays, non? ouais. Je ne sais Bon, à pas. mon avis, oui, 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 oui. Au moins en Irlande, hein. Ouais. Et donc, l'idée, pour revenir au bouquin, l'idée, c'est aussi de dire aux jeunes, pas de diaboliser donc l'IA. De toute façon, comme vous disiez, comme David disait, c'est sûr que qu'on le veuille ou non, il y a des profs qui disent, ah non, mais moi, je voudrais l'interdire. Enfin, c'est absurde. Ah, mais moi, je veux pouvoir continuer à donner des devoirs à la maison. Ben, écoute, continue, mon gars, mais Ouais, ça a changé, c'est comme ça. Mais il y a des ouais, choses vachement intéressantes à faire avec. Il y a oui. quand même des choses vachement intéressantes à faire pour créer des choses ensemble, pour discuter ensemble, débattre, justement, et exercer son esprit critique. C'est un truc incroyable à faire. Et puis aussi pour pouvoir, comme je le disais, explorer des questions que les parents ne savent pas forcément. Mais là, Mais après, il y a des dérives. Donc, on alerte sur un certain nombre de dérives et notamment les dérives, donc des deepfakes en particulier, mais pas que. Il y a par exemple les dérives, mais ça je ne sais pas si c'était déjà sorti à l'époque, de réplica, etc. Vous voyez ce dont je parle, ces logiciels où on a un compagnon d'IA, et donc, Mhm. il y a les ados, alors filles ou garçons, sont très friands de ce genre de truc parce que à l'âge où on manque de confiance, ben, on craint de rencontrer les autres, etc. Ben là, on a un compagnon ou une compagne super, super docile pour qui vous êtes le plus beau, le plus fort, toujours disponible, etc. Et donc, la crainte, alors, il y a l'aspect positif, là encore, avec de la nuance, l'aspect positif, ça peut aider à briser des solitudes. Et la crainte, c'est aussi que ça crée une addiction. Mhm. Donc on essaie d'aborder ces questions, mais de toute façon, plus tôt on les abordera, mieux ça vaudra. Ouais. Alors Mais moi, je suis pour initier à l'IA, à la métacognition, etc. Ça se fait un petit peu dès les plus petits, hein. Évidemment, en jouant, en faisant des petites choses qui commencent à comprendre un petit peu. On le fait pour les algorithmes, hein. On démarre très très tôt, hein. ouais. Mais après, c'est le problème, c'est récupérer les gamins qui sont vraiment consommateurs, qui font le moins d'efforts, et là, ça favorise un peu, oh, bah, j'ai qu'à cliquer, et puis je vais avoir une réponse, et puis on s'en fout de la réponse. Donc, il y a une partie des élèves, des étudiants qui sont dans cet esprit-là, négatif, qui sont passifs, consommateurs, voilà, tu vois, et Ouais. donc c'est cela, quoi qu'il arrive, quelle que soit la technologie, on rame avec ces élèves-là, ces étudiants-là. Donc là, ça va être encore pire, je pense. 40% des ados
40% des ados, est-ce que ça va pas jusqu'aux étudiants, utilisent la réponse fournie par l'IAGEN directement, hein, Ouais. sans la modifier. Bon, je peux dire, ces Et, étudiants, c'est un peu pareil, hein. mais ce que tu disais tu as passé un moment dans les listes, dans les infos que tu donnais, il y en a une qui m'a attiré, c'était quelque chose que j'ai lu moi aussi par ailleurs, sur les questions de créativité, etc. Il y a quand même un risque, c'est en faisant appel systématiquement à l'IA pour créer, pour brainstormer, etc. Il y a quand même un risque, c'est aussi de perdre certaines capacités d'expérimentation par soi-même. Donc, il faut être prudent. Mm. Et d'uniformisation de ce qu'on va Ouais. pondre. Oui, d'autant que on le dit aussi dans le bouquin, là, j'ai sauté plein de pages, on aurait passé trop de temps, mais c'est que quand même, l'IA générative, c'est quand même des outils de transmission culturelle. C'est-à-dire que le fameux test, quand on questionne, on a l'exemple dedans, quand on questionne sur quelle est la couleur préférée ou compléter cette phrase, enfin, peu importe, les logiciels occidentaux, d'IA occidentaux, ils ont tendance à mettre le bleu. Et si on pose la question suffisamment, on va retrouver les stats de présence des couleurs préférées sur Internet. Donc on voit Ouais. bien d'ailleurs que tout ça repose sur les statistiques, mais ça c'est valable qu'en Occident. Si on est en Asie, on ne va pas avoir les mêmes réponses. Donc c'est aussi, il faut que les jeunes sachent qu'il y a un impact, il y a une transmission culturelle. Donc, c'est-à-dire que ces réponses, elles sont connotées, il y a un contexte. Moi, Il y a beaucoup à faire. J'ai une caricature par rapport à ça. Je dis, imaginez que l'IA a une image, parce que là, on dit l'image, c'est un grand. Enfin, tu vois, ça arrive tout seul. D'où vient l'IA, on ne sait pas trop, c'est assez informel. Mais mettez une image derrière l'IA et pensez si c'était ce personnage-là qui vous répondait. Si c'était Homer Simpson qui vous répondait, vous ferez confiance. Quel degré de confiance vous aurez à votre IA? Si vous mettez Trump, quel degré Ouais. de confiance vous avez? Musk, parce que Musk, il est au pilote, là, il est le manette du Ah ouais, truc. ah ouais, Quel ah ouais. degré de confiance que vous Ouais. avez? Ouais, c'est Musk qui a Einstein, dit que vous n'avez pas vu ce programme où il faisait économiser, je crois que c'est 8 milliards, et puis il se glorifiait d'avoir fait économiser 8 milliards. Et les gars qui ont vraiment fait les calculs, ils se rendent compte que ce serait plutôt 8 millions, quoi. Enfin, bon, bref, je caricature. Mais DeepSeek, vous avez tous utilisé DeepSeek quand il est sorti, là, le Ouais, 20 janvier. Et une des premières choses qu'on fait tous, c'est les questionner sur des questions un petit peu touchy comme Tiananmen, ça. ouais. Parle-moi de la place Tiananmen, non, évidemment. Donc on voit tout de suite là, cette transmission culturelle. Oui, ils refusent d'en parler. Euh, mais tout ça, il faut leur montrer. C'est-à-dire, il faut pouvoir utiliser à un moment donné. Il faut leur montrer des choses, il faut qu'ils puissent s'y confronter. Et cette idée de développer leur métacognition, moi, c'est un truc que je trouve essentiel. Par exemple, leur faire comprendre que le cerveau, il a un certain nombre de biais. Le biais de la vérité illusoire, un truc tout simple. Pourquoi il se demandait, il y a un jeune qui me posait une question et qui dit, mais pourquoi il y a des complotistes ou des gens qui ils n'arrêtent pas de parler de leurs trucs sur les réseaux sociaux, par exemple. Et alors, parce que lui, il est aguerri, il n'était pas tombé dans ce piège, en tout cas, le biais en question ne l'avait pas spécialement atteint. Donc, le biais de la vérité illusoire, on lui a expliqué qu'une info, plus elle est répétée, plus le cerveau a un biais, un raccourci, parce que ça lui économise de l'énergie, etc., plus il pense qu'elle est vraie. Donc, plus il pense qu'elle est vraie. Par contre, moins c'est répété, ben, plus il pense que c'est faux. Donc, et ça, il faut le savoir. C'est quand donc, on lui disait, quand tu vois cette info qui est partout, avant si ton premier réflexe c'est de dire ah ben ouais, si c'est vrai, c'est grave, les complotistes. Ah ouais, ah mais alors c'est grave d'avoir dans un deuxième temps ce recul, grâce à la métacognition, en disant oh là là, mais est-ce que je me suis pas fait couillonner par ce fameux biais de la vérité illusoire. Mais ça, même les adultes ne le savent pas, hein. Donc, bon voilà. Voilà. J'arrête de vous en parler. Mais tout ça, c'est ce Tu qu'on ne espère. nous emmerde pas, parce que par contre, on a pris énormément de retard pour la partie 3 avec Oui, Jérôme, désolé. qui était Ouais, c'est de prévu ma à faute, hein. 16h15, et là, on a pété tous les compteurs, tout le monde est parti se coucher quasiment. Non, Jérôme, tu es avec nous. Est-ce qu'on remet ça au mois prochain, ton intervention? Ouais, on peut remettre ça à la prochaine session, pas de Ah, je suis vraiment problème. désolé, hein. Non, mais là, Le Non, 13 non, mais il n'y a mars. pas de souci. Moi, je suis arrivé en décalé, donc voilà, il n'y a pas de problème. Hum, 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 hum. Me laisse Ah, un il y mot a de Laurent plus. Fleury qui pleure parce que Laurent, tu voulais absolument voir la session de Jérôme, la présentation de Jérôme.
Pardon. Ouais. Ouais, merci Laurent. De point de vue, je vous fais un teaser alors, mais je ferai une présentation vraiment du côté enseignant et de ce que je peux en retirer et là où ça foire complet, quoi. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jérôme, on a travaillé ensemble, enfin c'est surtout lui qui a bossé, moi j'ai filmé. Il fait des prompts pour générer des applications scientifiques ou pédagogiques, je ne sais pas le terme. Et donc ça lui fait du code, et avec ce code-là, il fait des applications qui pilotent des Arduino, qui pilotent des spectromètres, des machins, des trucs comme ça. Ouais. Voilà. Et donc c'est cette démarche, comment je crée mon code, comment j'utilise, comment j'améliore mon code. Ah, c'est ça l'idée. Ouais, c'est ça l'idée, mais je pense que je viendrai sur la conclusion sur la problématique de la transposition didactique quand même pour un enseignant entre le savoir enseigner et le savoir enseigner. Et ça, l'IA, je pense qu'elle a encore, elle a beaucoup à apprendre. Oui, c'est vrai. J'ai une question toute bête, Christophe. Comment on fait pour rejoindre le groupe? Parce que moi, je suis là, je suis intervenu de façon sauvage, mais si je veux intégrer votre groupe pour pouvoir éventuellement de temps en temps, il y a une procédure quelconque? Bah, tu me demandes et je t'envoie une invitation. Il n'y a pas de bizutage, de trucs comme ça? Alors maintenant que tu le dis, on va y penser. Non, je prends ton mail et je t'envoie ça sur ton mail. Merci beaucoup. T'as un compte Notion déjà ou pas? Non, peut-être, il faut que je regarde. En tout cas, pas un que j'utilise beaucoup, là, parce que je ne me souviens même pas de l'avoir. Je vais vous abandonner, par contre, je suis obligé de partir. Ouais. Et puis, donc, si ça intéresse Pierre-Yves Oudéier, tu lui dis aussi, pareil. Oui. Je pense que ça intéressera. Parce qu'il y a des projets. Lucie est partie. J'ai trouvé très intéressant les idées, même si je n'ai pas très bien compris la finalité du projet avec Mistral. En tout cas, on voit qu'il y a un potentiel derrière. Et je sais que nous, sur Bordeaux, il y a une collaboration, donc INRIA, qui fait partie de l'Université de Bordeaux. Il y a désormais, et il y a une réflexion sur l'enseignement supérieur, savoir un petit peu, ça fait partie de thématiques de recherche qui peuvent intéresser l'équipe Flowers. Donc voilà. Donc je vous mets dans la boucle. Ouais. Ok. Je vous rajoute tous les deux. Merci, et désolé une millième fois. J'ose même pas regarder Jérôme tellement j'ai honte. Bonne soirée à vous et merci Christophe encore. Merci Didier pour cette présentation. Merci à tous pour cette 11e édition du webinaire. Et puis on se dit donc à la semaine, au mois prochain, le 13 mars, prochaine édition. C'est pas tout à fait dans un mois, mais c'est le 13 mars. Un jeudi 13 mars à 15h. Au revoir tout le monde.